Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de Polititalk, l'émission qui met et qui place la jeunesse au cœur du débat politique. Bonjour Léa. Bonjour Martin, bonjour à tous. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Pierre-Yves Bournazel, député de Paris et vice-président de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation. Nous serons également en fin d'émission avec Pierre Thévenoud, humoriste. Allez, écoutez Léa, on envoie tout de suite le sommaire et on se retrouve juste après pour le CV de Pierre-Yves Bournazel par Andreas Scheib. Polititalk, la seule émission politique qui place la jeunesse au cœur du débat. Deuxième numéro avec Pierre-Yves Bournazel, député de Paris, réputé homme de terrain. Nous le questionnerons sur l'avenir du Grand Paris, sur la sécurité et la propreté dans la capitale, ainsi que sur la gestion actuelle de la mairie de Paris. Le député qui sera également interrogé sur le sujet brûlant du moment, les gilets jaunes. Notre second invité sera Pierre Thévenoud, humoriste qui viendra questionner Pierre-Yves Bournazel sur l'importance des sorties culturelles dans notre société. Sans oublier vos chroniques habituelles, le CV d'Andreas Scheib, la tribune libre de Sarah Nicole, ainsi que les questions selfie. Allez, on est de retour donc juste après le sommaire et Pierre-Yves Bournazel. Vous allez à présent avoir affaire à Andreas Scheib, président de Génération d'Avenir, qui va présenter le CV. Alors, Pierre-Yves Bournazel, vous avez un lien avec deux présidents de la République, dont un maire de Paris. Vous êtes né le 31 août 1977 dans une bourgade du Cantal au nom savant que je ne saurais prononcer et avez grandi à Tulle entre l'héritage de Jacques Chirac, le mentor de votre mentor, Alain Juppé, et celui de François Hollande. Vous intégrez ensuite Sciences Po Toulouse dans la promotion 1999 et vous passionnez très jeune pour la littérature et l'histoire, mais vous attrapez le virus de la politique et il ne vous abandonnera plus. Vous commencez par rédiger des notes au Parlement européen et devenez vite membre de Feu l'UMP. En janvier 2005, vous êtes chargé de mission sur les questions de logement et d'urbanisme pour la mairie du 17e arrondissement et par la suite, vous devenez conseiller politique de Françoise de Panafieux en 2006. En mars 2008, c'est votre premier mandat en tant que conseiller de Paris et vice-président du groupe UMP au Conseil de la Ville. Vous êtes ensuite élu conseiller régional Île-de-France en mars 2010 sur la liste de Valérie Pécresse et à cette période, vous vous concentrez notamment sur le dossier du Grand Paris pour être ensuite nommé délégué spécial de la région à la candidature de Paris au JO de 2024. Dans la continuité de votre ascension politique au sein de la droite parisienne, vous êtes nommé secrétaire national chargé des grandes métropoles et membre du bureau politique de l'UMP sous l'ère Copé. En 2014, vous perdez la primaire de la droite pour accéder au poste de candidat UMP à la mairie de Paris face à Nathalie Kosciusko-Morizet, mais en 2017, vous rentrez à l'Assemblée nationale en battant Myriam El Khomri, la ministre qui porta la très contestée loi Travail. Élu député vice-président de la commission de culture sous l'étiquette Les Républicains, vous quittez le parti pour le groupe Les Constructifs, duquel vous êtes le porte-parole à l'Assemblée nationale, et lancez Agir, la droite constructive, un mouvement avec d'autres élus, dont Franck Riester, l'actuel ministre de la Culture. Concernant votre positionnement politique, nous l'aurons compris, Pierre-Yves Bournazel, vous avez autant de liens avec la France Insoumise que Manuel Valls avec le Parti Socialiste. Non, vous êtes un homme de droite. Mais pas non plus de la droite de Laurent Wauquiez ou celle de Nicolas Sarkozy. Vous êtes d'une droite libérale. D'une droite centriste plus que conservatrice, bref, vous êtes d'un centre-droit qui accepte de travailler avec La République En Marche, et vous vous distinguez déjà sur le plan national de votre camp en prenant position en faveur du droit de vote des étrangers lors des élections locales, sous condition de réciprocité et de moins 10 ans de présence sur le territoire. Vous avez d'ailleurs plaidé pour un rapprochement avec les écologistes au moment des élections régionales de 2010, puis des municipales de 2014. En juillet 2017, en tant que député, vous soutenez également un amendement proposé de longue date pour ajouter au code pénal une peine d'inéligibilité applicable aux personnes reconnues coupables de racisme, antisémitisme, négationnisme, homophobie et apologie de toute autre forme de discrimination. Vous faites également adopter en 2018 un amendement visant à confisquer les biens immobiliers des marchands de sommeil, problème qui se pose notamment à Paris. Enfin, vous faites partie de ces députés qui ont voté les amendements visant à interdire l'utilisation du glyphosate. Mais il faut le croire, votre attachement à Paris vous fait revenir sur le terrain à chaque fois que vous le pouvez. Et depuis quelques semaines, vous faites campagne pour les élections municipales dans la ville. Vous proposez entre autres le rétablissement des pistes cyclables, la fin du tout en voiture ou encore une écotaxe pour les véhicules poids lourds en transit dans la ville. Vous voulez financer 1700 km de pistes cyclables en site propre d'ici à 2030 et une aide de 50 € offerte à chaque Parisien pour l'achat de tout nouveau vélo. Vous souhaitez par ailleurs verdir la ville avec un dispositif de plan
plantation d'arbres à la demande ou encore une alimentation 100% durable, bio, sans carton et de saison dans la restauration collective. Alors, à la lecture de ces propositions, quel ne fut pas l'étonnement de la rédaction du Polititalk, Pierre-Yves Bournazel, urbanisation maîtrisée, pistes cyclables, alimentation bio, dispositif de plantation d'arbres. La question qui se pose pour vous aujourd'hui, elle est double. D'abord, comment voyez-vous l'avenir de la capitale d'ici à 2024 ? Mais surtout, êtes-vous un bobo de droite ? Alors Pierre-Yves Bournazel. Vous savez, d'abord, j'ai toujours eu du mal à me situer sur l'échelle gauche-droite, même si je dois reconnaître que dans mon parcours, je suis issu d'une droite que j'appellerais une droite modérée, une droite humaniste, ouverte, une droite sociale-libérale et profondément européenne. Le monde change et la politique ne change pas vite. Les vieux partis politiques, gauche-droite confondus, ont une analyse de la société qui date des années 80 et 90, mais ils ne voient pas devant nous le défi climatique. Lorsque je vote l'interdiction du glyphosate à l'Assemblée nationale, est-ce de gauche, est-ce de droite ? Non, je pense que c'est l'intérêt général. Lorsque Mme Hidalgo privatise la politique du stationnement à Paris, est-ce de gauche ? Je pose ces questions-là pour dire que les repères gauche-droite ont changé. Bien sûr qu'il existe une gauche, bien sûr qu'il existe une droite, mais pas la lecture de la société des années 90. Aujourd'hui, on est rentré dans un monde de la globalisation. On peut avoir toute information à tout moment à l'autre bout du monde de manière instantanée. On a un défi climatique devant nous. Allons-nous nous retrousser les manches ? La question écologique, ce n'est pas une question partisane. C'est une question, est-ce qu'on veut sauver notre planète ? Est-ce qu'on veut transmettre quelque chose à nos enfants ? Et donc, il faut agir. Parce que c'est un lieu commun de dire la maison brûle. Elle a brûlé. Et maintenant, il s'agit que la planète ne brûle pas entièrement. Et donc, il faut complètement changer nos modes de production, nos modes de consommation. C'est pour ça que j'ai fait des propositions sur l'alimentation durable. C'est pour ça que j'ai fait des propositions sur l'écohabitat. C'est pour ça que je fais des propositions sur les transports en commun. C'est pour ça que je fais des propositions sur les véhicules propres. Parce que ce sont des sujets qui permettent de rassembler les citoyens sans distinction d'origine, de conditions sociales ou d'âge, puisque nous vivons tous sur la même planète. De la même façon, le défi migratoire est très lié au défi climatique. Aujourd'hui, ce que nous vivons en Europe et singulièrement en France n'est rien par rapport à ce qu'on va vivre. Les hommes et les femmes aujourd'hui du monde entier, notamment d'Afrique, voient le développement et n'y participent pas. Et donc ils vont forcément venir en Europe. Et donc il s'agit de faire en sorte qu'ils puissent se maintenir dans leur pays d'origine en leur permettant un développement de qualité, un développement durable qui passe par l'accès à l'eau, à une alimentation de qualité, par les écoles, par la formation, par du développement. Mais celles et ceux qui viendront quand même sur notre territoire, il faut les accueillir dignement. Moi, je ne me résigne pas à la montée du populisme et du nationalisme. Je le redoute et je vais le combattre. Parce que je pense qu'un certain nombre d'acquis que l'on croyait définitifs ne le sont plus. La liberté d'expression, la séparation des pouvoirs. Maintenant, on remet tout en cause, tout est relatif. Bien non. Eh bien, je pense que c'est à la lecture de cette société-là, c'est la société d'aujourd'hui et de demain qu'il faut se positionner. Alors si demain, je dois travailler avec des hommes et des femmes qui étaient issus plutôt de la gauche, d'autres partis ou du centre-droit, peu m'importe, ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'on partage une vision de la société, une vision inclusive, ouverte, qui comprenne les vrais défis du XXIe siècle et qui permette de rassembler un maximum de citoyens pour des causes qui en valent la peine. Voilà. Donc j'ai plus une lecture partisane, je ne suis plus dans des grands partis, d'abord parce que j'ai été engagé, parce que d'abord, oui, je suis corrézien, vous l'avez dit, je suis attaché à Jacques Chirac, à sa personnalité, à son humanisme. Oh, il n'a pas tout bien fait non plus, hein. Et il y a des critiques à amener à la gestion de Jacques Chirac. Mais disons que, voilà, l'esprit corrézien, c'est un esprit assez modéré. On dit d'ailleurs des rats de soc. Bon, je connais aussi bien François Hollande, puisque ça a été mon député, les députés de mes parents, je le connais depuis tout petit, je vais encore le voir. Il a des qualités et ses défauts aussi. Mais disons que nous sommes plutôt d'un tempérament assez ouvert et constructif dans l'âme. Mais ma famille politique, d'origine, elle a profondément changé. Moi, quand je me suis engagé à l'époque avec Jacques Chirac pour dire non à Jean-Marie Le Pen entre les deux tours des présidentielles de 2002, vous nous avez expliqué que l'extrémisme politique, et notamment l'extrême droite, avait toujours trahi les idéaux de la République et de la France. C'était fort comme message. On avait un message à l'époque profondément européen et une vision ouverte de la société. Je ne retrouve pas ces idéaux et ce message-là dans la famille politique qui a été la mienne. C'est la raison pour laquelle je ne suis plus, depuis
maintenant 2 ans, je crois, dans cette famille Membre politique. des Républicains. Voilà. Merci beaucoup Pierre-Yves Bournazel pour cette première introduction. Vous le disiez, il faut agir et on va justement voir ensemble ce que vous proposez pour en particulier la ville de Paris, mais ça pourrait évidemment s'appliquer au plan national. On va marquer donc une courte pause. À tout de suite. Donc Pierre-Yves Bournazel, nous savons que vous avez beaucoup d'ambition pour Paris, territoire que vous connaissez particulièrement bien. Nous allons en discuter donc maintenant dès à présent avec vous. Je voulais déjà commencer par votre vision de la relation Paris-banlieue et vos ambitions dans l'avenir du Grand Paris, s'il vous plaît. Le Grand Paris, il existe déjà, puisque en réalité le Grand Paris, c'est la ville-monde. C'est Paris, c'est ce qu'on appelle Paris et sa banlieue, mais en fait c'est la logique de la métropole ou de la capitale régionale. C'est-à-dire qu'on soit à Saint-Denis, à Neuilly, dans le Val-de-Marne ou dans le cœur de Paris, nous avons le même destin. Sur la question de l'attractivité économique, sur la question du rayonnement culturel, sur la question de l'accueil des touristes, sur l'accueil de la lutte contre la pollution, sur la question de l'urbanisme et du logement. La crise du logement est une crise sans précédent. Sur tous ces sujets-là, on voit bien qu'il faut des compétences partagées et qu'il faut mettre fin à une forme d'égoïsme, des égoïsmes municipaux de celles et ceux qui font tout d'un côté et rien de l'autre et vice-versa. On a besoin de partager des compétences. On n'a pas besoin d'échelons supplémentaires. Il y a déjà trop d'échelons à l'échelle de la région Île-de-France. Il y a une région, il y a une métropole, il y a des établissements publics territoriaux, il y a des départements de grande couronne, de petite couronne. Paris est une ville et un département. On a des arrondissements, c'est trop compliqué. Simplifions la gouvernance et mettons au pot commun un certain nombre de compétences qui nous permettent d'aller plus vite et d'être solidaires sur notre territoire. Ça sera bon pour notre attractivité économique, ça sera bon pour l'emploi, ça sera bon pour la formation, ça sera bon pour l'accueil des plus jeunes, ça sera bon pour l'accueil d'artistes, mais ça sera bon aussi pour améliorer notre qualité de vie, que ce soit du logement ou à la lutte contre la pollution, le développement des nouvelles mobilités qu'il faut inventer. Merci beaucoup. Vous mettez en avant la nécessité de revoir la gouvernance pour gérer un certain nombre de défis. Vous avez récemment indiqué qu'il fallait un changement radical dans la politique de la propreté à Paris. Quelles sont vos ambitions en la matière, s'il vous plaît ? Bon, malheureusement, c'est là aussi un lieu commun de dire que Paris est devenu une ville trop sale. Bon. Alors, il faut agir sur plusieurs points. Moi, je n'ai pas de recette miracle, mais j'ai la volonté d'inverser des tendances. Parce que c'est une question d'hygiène pour les Parisiennes et les Parisiens que nous sommes, et c'est une question aussi d'image, d'attractivité de la ville. Moi, je propose déjà de confier la responsabilité qui est aujourd'hui à la mairie centrale aux mairies d'arrondissement, qui sont au plus près du terrain et qui connaissent mieux les quartiers et les besoins, qui pourraient piloter à la fois le personnel et le matériel pour avoir, si vous voulez, plus d'efficacité. Ils connaissent mieux les portions de rue ou les problèmes qui se posent dans les quartiers. Deuxièmement, il faut des sanctions contre les incivilités, parce que la sanction, ça compte. Et donc moi, je suis à Paris depuis très longtemps favorable à une police municipale qui n'existe pas, dont certaines brigades seraient dédiées à la lutte contre l'insalubrité, et donc avec une verbalisation, et ça marche très bien dans d'autres villes en Europe et en France, et ça permet d'obtenir de vrais résultats en matière de lutte contre les incivilités. Et ensuite, je propose un vrai grand plan d'éducation et d'éveil au respect de l'environnement et du domaine public, qui passe par les associations dans les quartiers qui pourraient faire un formidable travail en lien avec la ville pour faire de la pédagogie, associer les citoyens à une démarche plus civique. Et je propose que dans les écoles de la ville de Paris, il puisse y avoir un temps qui soit réservé pour éveiller les consciences des enfants, les éduquer au respect de l'environnement et du domaine public, parce que souvent les enfants après ont de bons comportements et transmettent aux adultes les plus inciviques les bons comportements. Donc je pense qu'en ayant une meilleure organisation des services, une meilleure présence sur le terrain au plus près des réalités du balayage, une meilleure organisation de la collecte des ordures, une meilleure réception des déchets et un meilleur tri des déchets, et en ayant des sanctions réelles et un vrai plan d'éducation, on va pouvoir améliorer la situation. Je voulais revenir avec vous, Pierre-Yves Bournazel, sur la question de la sécurité. À Paris, on le sait, c'est un problème qui date de longues années. Vous parliez des incivilités, hein, évidemment les incivilités, on en regorge un certain nombre dans la capitale. Sont-elles selon vous le seul problème à Paris ? Alors écoutez, Paris est une ville-monde composée de 80 villages et quartiers, donc il y a des problèmes de vie quotidienne et puis il y a des problèmes des grandes villes-mondes. Il manque un maillon
c'est la police municipale dont je parlais à l'instant. Cette police municipale, je la conçois à pied et à vélo, en charge de la lutte contre les incivilités et la petite délinquance. Elle existe dans toutes les grandes métropoles françaises et européennes. Elle n'existe pas à Paris parce que nous avons un statut dérogatoire qui date du 19e siècle et n'est plus du tout adapté. Bon. À l'époque, on disait on ne faut pas de police à Paris parce que c'était une tour de la commune, les Parisiens pourraient se soulever contre l'État. Bon, il faut faire attention avec l'actualité, mais enfin, tout de même, je crois que le sujet n'est pas là. Moi, cette police municipale, à pied, à vélo, aura en charge la prévention. Elle sera à l'écoute des gardiens d'immeubles, des associations, des commerçants, des riverains. Elle connaît très bien le terrain et elle serait réactive parce qu'elle serait à pied à vélo sur les problèmes d'incivilité, d'occupation illégale du domaine public ou de petite délinquance. Ce sera un maillon complémentaire pour permettre à la police nationale de faire un vrai travail, elle, de remonter des filières, des réseaux et des mafias qui posent de lourds problèmes dans certains quartiers de Paris, qui soient liés au proxénétisme, à la drogue ou à de la contrefaçon ou à des commerces illégaux dont les ramifications sont nombreuses et demandent un vrai travail de la police nationale. À cela, je voudrais ajouter aussi un plan travaux d'intérêt général. Tu casses, tu répares. Bon, tu dégrades les abribus, Vélib, tu défonces des cages d'escalier, bah, tu vas rénover et réparer. C'est aussi une peine, je crois, adaptée, qui est à la fois une peine qui assure probablement beaucoup de prévention, parce que quand on a réparé une fois, on n'a peut-être pas envie de le faire deux fois, et de réparer gratuitement au service de la société. Et puis en même temps, je pense que c'est une sanction adaptée à des situations qui ne trouvent pas de réponse jusqu'à aujourd'hui. Parlons désormais du coût de la vie à Paris. Si on fait une petite référence à l'actualité. Et en Ile-de-France plus largement. On sait que les prix des logements ne cessent de croître. Il y a beaucoup de personnes qui envisagent de quitter Paris, d'autres qui quittent Paris par ailleurs, ou la région Ile-de-France, pour s'installer en province, car le coût de la vie est plus bas. Je voulais avoir un peu votre perception des choses, savoir comment on pouvait faire en sorte peut-être de lutter contre une progression qui ne cesse de s'accroître des prix des logements, comment faire en sorte que les transports soient plus efficaces et moins chers peut-être pour les Parisiens et ceux qui sont en banlieue. Et enfin, quelles sont vos réactions par rapport aux revendications des Gilets jaunes, s'il vous plaît ? Ça fait beaucoup de questions. D'abord sur la question du logement, effectivement on subit une crise très forte du logement et tout ce qui a été fait et produit, qui peut avoir quelques qualités, n'a pas malheureusement démontré une inversion de la tendance. Il n'y a jamais eu autant de demandeurs de logements sociaux et autant de familles et de personnes qui galèrent. Je crois que là aussi c'est des inversions de tendance. Et il faut agir en ayant une bonne gouvernance et à l'échelle du Grand Paris avoir dans un pot commun des décisions qui mettent fin aux égoïsmes de telle ou telle municipalité. Moi, je crois que nous avons besoin d'équilibre. Nous avons besoin de faire du logement neuf surtout, c'est-à-dire des constructions de logements là où c'est encore possible. À Paris, ça va être très difficile. Paris doit y prendre sa part, mais Paris est une petite ville de 105 km² qui est déjà très dense et on ne peut pas densifier Paris. Donc on peut lutter contre quelques dents creuses, on peut réhabiliter, rénover, mais l'essentiel du neuf va se faire à l'échelle plutôt du Grand Paris. Et il faut trouver l'équilibre. Et l'équilibre, c'est il faut du logement social pour celles et ceux qui sont les plus en difficulté. C'est le devoir de solidarité qu'on doit aux plus fragiles dans la République. Mais dans ce logement social, il faut une répartition aussi pour ceux qui débutent dans la vie, c'est-à-dire les étudiants, mais aussi les apprentis. Si on veut être une ville attractive qui permette à sa jeunesse d'éclore et de réussir, eh bien, il faut aussi leur réserver une part du logement aidé, plus importante qu'elle est aujourd'hui, ça c'est très important. Mais de la même façon pour ce que j'appelle les aînés. Parce que quand vous partez à la retraite, vous perdez du pouvoir d'achat et souvent il est difficile de vous maintenir dans des centres urbains comme Paris. Et donc il faut aussi réserver une part du logement social à ces personnes-là. Donc il faut de l'équilibre. Il faut aussi développer davantage le logement intermédiaire, qui est toujours du logement aidé, mais de catégorie supérieure au logement social, qui s'adresse plutôt aux classes moyennes qui gagnent trop, soi-disant, pour aller dans le logement social, mais pas assez pour trouver à la location, au prix de la location aujourd'hui, du logement dans le privé. Et il faut le maintenir au cœur de Paris, donc il faut leur réserver une part du logement aidé. Et je souhaite relancer ce qui n'existe plus à Paris, l'accession sociale à la propriété, qui permet à des familles qui sont dans le logement social, dans le logement aidé aujourd'hui, qui ont payé régulièrement leur loyer, de devenir propriétaires de leur logement pour transmettre en bien leurs enfants. Ils ne pourraient pas le faire au prix du marché sur le privé, mais grâce à ce dispositif, ils pourraient devenir propriétaires. C'est aussi ça l'égalité des chances dans la République. Après, il faut, en matière de logement, développer
de l'écohabitat. C'est pas parce qu'on fait du logement aidé que ça doit être différent. Il faut que ça soit beau, il faut que ça soit écologique. Ça, c'est très important pour moi. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait des propositions très fortes. Et dans des nouveaux écoquartiers, de mettre en place des constructions d'énergie positive, c'est-à-dire des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Il faut être exemplaire. J'ai vu ça notamment en Allemagne, en Berlin. J'ai vu ça dans un quartier aussi du Grand Londres, BZ, à zéro énergie consommée. Ça me paraît des choses importantes. Sur les mobilités. Alors là, sur les mobilités, sur les transports, pour rendre nos métros attractifs, moi, je souhaite d'abord qu'ils soient accessibles. Donc, il y a un effort à faire sur l'accessibilité. Ça doit être une priorité. On ne pourra pas rendre tout le métro accessible, ça serait beaucoup trop cher et démagogue de le dire, mais en revanche on peut faire des efforts et on est en train de travailler dans mes groupes de travail justement sur un plan d'accessibilité performant. L'accessibilité, c'est pas que des personnes en fauteuil, c'est aussi pour eux, mais c'est aussi des personnes qui peuvent être aveugles ou avoir un champ de vision rétréci, ça peut être d'autres formes de handicap, mais c'est aussi des familles avec des poussettes, c'est aussi des gens qui ont des grosses valises, des personnes âgées, etc. Donc de rendre plus accessible nos transports, plus confortable, assurer aussi la tranquillité et la sécurité d'un certain nombre de lignes. Et puis aussi, moi, je veux développer le transport 24 heures sur 24, parce que je crois que la ville rime avec liberté. Et la première liberté, c'est de se déplacer, d'avoir la mobilité. Et ça assure en plus de la sécurité, parce que plus vous êtes mobile, plus vous pouvez vous mouvoir dans une grande ville, plus vous assurez la sécurité. Et puis il y a des personnes qui travaillent la nuit, il y a des personnes qui veulent sortir la nuit. Une ville, ça permet à chacun de pouvoir aller et venir comme il le souhaite. Donc je souhaite expérimenter déjà sur les lignes de métro qui sont automatisés, le transport 24 heures sur 24. Commençons par exemple par le vendredi et le samedi soir, et puis à partir de cette expérimentation, petit à petit, étendons cette expérimentation à d'autres lignes de métro et à d'autres jours, pour progressivement faire rimer Paris avec la liberté d'aller et venir en transport en commun. Ça me semble très important. Alors beaucoup disent, oui, c'est sûrement une bonne idée, mais c'est impossible à faire. Alors non, c'est pas impossible. Si on expérimente et qu'on le fait dans la durée, c'est tout à fait possible. Berlin le fait, New York le fait, et Londres est en train de le mettre en place. Et moi, je veux que Paris ait aussi un temps d'avance, voilà, et que ce soit une ville qui soit en mouvement, une ville qui a un beau patrimoine, qui est la plus belle ville du monde, et on en est fiers, qu'on va entretenir, qu'on va valoriser, mais c'est une ville qui doit être aussi en mouvement, c'est une ville qui doit aller de l'avant, c'est une ville qui doit entrer de plein pied dans le XXIe siècle, et qui doit être en capacité de démontrer au monde aussi qu'elle s'adapte et qu'elle évolue. Politique. Et les gilets jaunes, pardon, j'ai pas répondu, oui, parce que les gilets jaunes. Voudrait. Alors, une petite précision, on enregistre l'émission le 5 décembre, mercredi 5 décembre, et il est midi. Oui, la Ça précision dépendra de la est situation, probablement très importante au vu du fil de l'actualité. C'est un sujet très très difficile. D'abord, je pense que dans une république et dans une démocratie apaisée, il faut toujours respecter les colères, il faut toujours respecter les difficultés de ses concitoyens, et il ne faut jamais avoir dans le choix de ses mots et de ses actes une forme de distance ou de mépris, même lorsqu'on n'est pas forcément d'accord avec un certain nombre de leurs revendications. Je crois beaucoup au respect dans la démocratie. Toute conviction politique, tout engagement politique, quel qu'il soit, aussi légitime qu'il soit, ne justifie jamais la violence. Et moi, je condamne toute violence. Et je condamne donc là les casseurs, celles et ceux qui profitent de ces manifestations pour casser des biens, les biens des commerçants, faire peur à des riverains, s'introduire dans l'Arc de Triomphe, qui est quand même un symbole de notre histoire et de notre République. Ça, il faut être très ferme, et il faut que la condamnation soit forte et qu'elle soit unanime. Je n'aime pas ces espèces de politiques qui essayent de profiter de la faiblesse d'un gouvernement pour essayer de surfer sur cette vague. Je n'aime pas ça. C'est au vent mauvais. Je pense que d'ailleurs que les gilets jaunes, qui sont majoritairement des gens pacifistes, qui ont des légitimes revendications à porter, ne se laisseront pas instrumentaliser. Moi, je suis pour la voie du dialogue. Et je suis très mendésiste, c'est-à-dire très adepte de ce que Pierre Mendès France a porté, qui était un grand président du Conseil éphémère, un grand président du Conseil, sous la 4e République, et qui disait que la démocratie, c'était un état d'esprit. Et l'état d'esprit, ça doit être celui du dialogue. Qu'on soit au gouvernement, qu'on soit parlementaire, qu'on soit citoyen, qu'on soit pour ou contre les gilets jaunes, on doit avoir l'état d'esprit du dialogue pour trouver toujours des solutions. Alors il faut du temps.
C'est une crise qui couvre depuis longtemps. L'inertie et l'incurie d'un certain nombre de gouvernements de gauche et de droite ont conduit à une situation difficile pour le pays, de crise économique et sociale qui dure. Ce gouvernement y est confronté en première ligne. Il doit y amener sereinement des réponses. Il doit expliquer ce que c'est que la transition écologique. Il doit expliquer comment faire évoluer la fiscalité. Puis il doit trouver des mécanismes pour redonner du pouvoir d'achat, notamment à celles et ceux qui vivent modestement de leur revenu du travail. Moi, je peux faire à ce stade 3 propositions qui n'engagent que moi. Moi, je suis pour qu'on ait une fiscalité écologique. J'assume qu'il faut des taxes carbone. Ça ne fera pas plaisir, mais je le dis, parce que c'est cette transition qu'il faut amener pour avoir un nouveau modèle de production et de consommation. Mais pour autant, il faut donc redonner du pouvoir d'achat. Et comment on peut faire ? Peut-être aller plus loin sur la baisse des cotisations sociales, sur les bas salaires, pour redonner du pouvoir d'achat à celles et ceux qui travaillent et qui triment et qui, effectivement, je le vois tous les jours, dans ma permanence, n'arrivent pas à finir, mais ça ne date pas d'hier, malheureusement, leur fin de mois, et qui, dit le 15 du mois, sont en grande difficulté. Il faut y répondre. C'est une exigence sociale et de justice. Je propose aussi dans le débat public, par exemple, qu'on puisse accélérer la réforme de la défiscalisation des heures supplémentaires pour permettre à ceux qui font ces heures supplémentaires d'avoir plus de pouvoir d'achat et plus de revenus. C'est aussi d'encourager celles et ceux qui travaillent. Et je propose aussi que pour celles et ceux qui ont des retraites modestes, il y ait une aide significative, c'est-à-dire un rehaussement de leur retraite. Parce que quand on perd à la retraite, eh bien, on a une perte de pouvoir d'achat. Et la hausse de la CSG qui a été votée l'année dernière, je me suis opposé à cette hausse de la CSG parce qu'elle touche des retraités de conditions tout à fait modestes ou de classe moyenne et qui ont du mal à joindre aussi les deux bouts. Et donc il faut avoir un signal très fort vis-à-vis de ces retraités modestes, vis-à-vis des bas salaires, pour redonner du pouvoir d'achat tout en assurant dans l'intérêt général une fiscalité écologique. Et donc les deux n'ont pas à s'opposer, il faut trouver des solutions, et trouver des solutions, c'est se parler, c'est dialoguer, tout en condamnant fermement la casse et les violences. Pierre-Yves Bournazel, on va faire un petit peu de politique fiction, tout en parlant de votre mouvement Agir. On est maintenant à 1 an et demi des municipales. Quels sont aujourd'hui vos premiers soutiens dans la ville de Paris, au-delà des politiques ? On sait que 6 conseillers de Paris, 6 adjoints au maire et conseillers d'arrondissement ont décidé de quitter le mouvement LR pour vous rejoindre. Comment vous voyez les choses à Agir ? D'abord, je ne suis pas à ce stade candidat. Je m'y prépare avec sérieux et avec méthode. J'ai monté 15 groupes de travail avec des hommes et des femmes issus de la société civile, qui viennent de la gauche, de la droite, du centre, mais qui aiment Paris, qui ont une certaine idée de Paris, qui ont une vision de leur ville et qui ont envie de construire un projet alternatif à celui de Madame Hidalgo, en gardant ce qu'elle a fait de bien, car dans tout bilan, il y a des points positifs, et de changer de manière très concrète ce qui a dysfonctionné. Et d'amener une gouvernance plus horizontale, parce que j'ai eu le sentiment que ce mandat était très vertical, très centralisé, là où il faut de l'horizontalité. Un maire et une équipe municipale doivent savoir travailler avec les autres, avec l'État, avec la région, avec la métropole, avec le monde associatif, avec le monde économique, avec le monde culturel. On ne peut pas avoir raison seul, à tout moment, contre tout le monde. Et ce mandat-là a donné le sentiment d'une verticalité qui est dépassée et qui ne correspond plus à ce qu'est une grande ville-monde, avec une diversité de populations et d'attentes. Donc on essaie de le faire dans un état d'esprit très constructif. Donc j'ai des gens de gauche, de droite, du centre qui viennent à partir du moment où ils sont d'accord sur la vision de la ville et que leur expression est modérée. Voilà, moi je suis plutôt adepte de couper les deux bouts de l'omelette, c'est-à-dire des extrémistes, pour mettre ensemble des gens qui veulent se battre pour une ville. Moi je veux en finir avec le gouvernement des partis à Paris. On ne gouverne pas une ville comme Paris avec un parti. Moi c'est ce que je fais dans le 18e arrondissement depuis trop longtemps, je travaille avec les associations, avec les habitants par projet. Une idée pour moi elle est bonne ou elle n'est pas bonne, si elle est bonne on la met en œuvre. Il faut chercher l'efficacité de nos politiques. Donc sur le défi écologique, sur le défi des mobilités, sur le défi du logement, sur le défi de l'attractivité de Paris, il faut associer et fédérer les talents et les énergies. C'est ce que je souhaite de faire. Donc j'ai des gens de chez Agir, j'ai des gens qui viennent de chez LR et je m'en réjouis, j'ai des gens qui sont centristes, UDI Modem, j'ai des gens qui viennent de la gauche, j'ai par exemple quelqu'un comme Max Guazzini qui était le président du Stade français, qui a créé Énergie, qui était dans le comité de soutien d'Anne Hidalgo en 2014 et un grand soutien de Bertrand Delanoë lorsqu'il était maire de Paris, qui m'a rejoint, qui m'aide, et j'en ai beaucoup comme ça, donc qui m'aide à construire quelque chose. Et puis le moment venu, eh bien j'espère pouvoir être prêt à proposer un projet aux Parisiennes et aux Parisiens, un projet en homme libre, avec une équipe rassemblée, la plus large possible, proposant une nouvelle gouvernance, des solutions immédiatement opérationnelles, dessinant une vision nouvelle de la ville, en s'appuyant sur ma légitimité locale, qui est celle de la compétence sur les dossiers, de la connaissance de la vie quotidienne, car je crois que les Parisiennes et les Parisiens en ont soupé des parachutages, des gens qui veulent s'asseoir dans le fauteuil de maire de Paris et qui ne connaissent aucun des quartiers et des villages de Paris. Pierre-Yves Bournazel, un mot pour décrire le mandat d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris ?
Un seul mot, là, c'est très compliqué. Allez, une phrase. Une phrase. Une courte phrase. Des bons objectifs, mais avec une mauvaise méthode de travail qui a abouti malheureusement à l'inefficacité de résultats. Très bien, Pierre-Yves Bournazel, on va à présent continuer le Politique-Talk et on va enchaîner par la séquence Génération d'avenir. Vous le savez, c'est l'info, place du Palais Bourbon, Génération d'avenir constitue cette émission qui est le Politique-Talk et qui cherche du coup à recentrer la jeunesse au cœur du débat politique. Et eh bien, j'ai sur mon écran 2 jeunes qui vous ont posé 2 questions. On va commencer sans plus attendre par la question de Camille. Cette séquence s'appelle donc la séquence questions au format selfie. On écoute. Bonjour Monsieur le député, en tant qu'élu de Paris, vous êtes au courant qu'il est compliqué pour nous, étudiants, de concilier à la fois logement décent à un prix abordable. Quelles sont vos solutions et vos axes de réflexion concernant cette problématique ? Alors Pierre-Yves Bournazel, on a déjà un petit peu répondu à cette question tout à l'heure, mais voilà, en synthétisant sur une petite Déjà, minute. je veux multiplier l'offre de logements neufs. Oui. Pour des étudiants et pour des apprentis et d'ailleurs des jeunes travailleurs aussi, c'est-à-dire mettre le pied à l'étrier à cette nouvelle génération pour lui permettre de vivre au cœur aussi de Paris et pas d'être dans... Voilà. Je veux lutter, ça a été dit tout à l'heure, contre aussi l'insalubrité, contre les marchands de sommeil, Oui. c'est-à-dire rénover l'ensemble des logements insalubres. Il y a un gros travail qui a été fait par Bertrand Delanoë à Paris, il faut le dire, et qu'il faut poursuivre et bien sûr amplifier là où il existe encore. Et j'ai permis de mettre dans la loi la réquisition des biens de ces marchands de sommeil, qui est une sanction supplémentaire pour eux parce que c'est l'esclavage. Et ces logements, une part, pourraient être rénovés, réhabilités et mis au service des étudiants, des apprentis et des jeunes travailleurs notamment. Donc de réserver une part du logement aidé davantage à la jeunesse. Ensuite, je pense qu'il faut simplifier un certain nombre de procédures. C'est trop compliqué. Moi, quand je suis arrivé à Paris, on me demandait des garants. Mais des garants, il faut en avoir des garants. Et les gens qui ont de l'argent, si votre famille ne gagne pas suffisamment, c'est très compliqué. Donc je voudrais là aussi qu'on simplifie, mais ça c'est plutôt à une échelle globale, un certain nombre de procédures pour que la relation propriétaire-locataire soit un peu simplifiée, notamment pour les locataires et pour touche la jeune génération, mais pas seulement, hein, des gens qui travaillent et qui sont en difficulté. Alors on dit il faut 3 fois le salaire et puis il faut en plus que vous ayez une caution, etc. Non, ce système de caution-là, il ne permet pas l'égalité des chances et il est un système un peu de reproduction sociale parce qu'il favorise celles et ceux qui ont déjà des moyens. Et il faut rendre cette ville accessible. Donc là aussi, il faut simplifier les choses. Par ailleurs, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire aussi une simplification des baux, c'est-à-dire qu'il faut peut-être adapter le bail à la situation de jeunes et d'étudiants, voilà, parce que parfois ils sont trop rigides, et permettre à des étudiants de pouvoir louer de telle période à telle période et de pouvoir rendre le bien de manière assez rapide. Oui, on sait qu'il y a des départs à l'étranger, semestre à l'étranger, pour etc. Pour ne pas être pénalisé, évidemment, financièrement. Et puis il y a le système de la caution aussi, qui est inégalitaire, et là aussi il faut simplifier et raccourcir. Très bien. Voilà donc pour la réponse de Camille. On écoute à présent, Pierre-Yves Bournazel, la question d'Achille, qui est plus globale et qui va au-delà des frontières parisiennes. Bonjour monsieur, je m'appelle Achille et j'étudie au lycée de la Vallée de Chevreuse en terminale. Ma question est la suivante. La plupart des organisations scientifiques s'accordent aujourd'hui pour dire que nous nous approchons d'un point de non-retour écologique. En tant qu'élu, que comptez-vous faire pour ne pas l'atteindre ? Merci. Alors c'est bien qu'il y ait cette question puisque j'ai abordé le sujet tout à l'heure. Oui, le défi climatique et le défi du XXIe siècle, c'est un défi majeur. Nous sommes tous sur la même planète et nous avons tous quelque chose à faire. Alors évidemment, c'est à l'échelle internationale qu'on doit pouvoir avancer. À l'heure de la COP24, il faut accélérer cette transition. À l'échelle européenne, il faut bouger. Et moi, je suis pour que le prochain mandat européen, c'est-à-dire 2019-2024, mette comme priorité l'écologie, parce que ça traite beaucoup de problèmes. C'est le problème des mobilités, c'est le problème des constructions, de l'habitat, c'est le problème de l'industrie, c'est le problème de la production agricole. Il faut mettre tous ces sujets sur la table. Il faut complètement repenser nos modes de production et de consommation. On ne peut plus continuer comme cela. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à ma modeste échelle locale, j'ai fait des propositions. Certes, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai voté, je suis le seul député parisien à l'avoir fait. Malheureusement, on n'était pas suffisamment nombreux, ça n'a pas pu passer, mais à voter les amendements pour l'interdiction du glyphosate. Ça, c'est le modèle agricole, et il y a beaucoup d'autres choses qu'on propose. Mais je propose aussi l'alternative végétarienne dans nos cantines, et notamment en développant les produits locaux et de saison et biologiques
dans nos cantines. Je souhaite vraiment, on a beaucoup de retard à Paris là-dessus. C'est un de mes engagements pour 2020, si je devais être candidat et ensuite élu maire de Paris avec mon équipe. Je souhaite aussi sortir de la restauration collective le plastique. J'avais déposé des amendements pour une sortie dès 2022. Un amendement a été voté pour 2025, c'est déjà un premier pas, mais j'aurais préféré qu'on aille beaucoup plus vite. Dans le projet écologique que je suis en train de construire pour Paris, je souhaite que dès 2022, on sorte complètement du plastique dans toutes les restaurations collectives parisiennes. Ça me paraît absolument essentiel. Voilà, donc il faut être sur tous les fronts. Effectivement, il a raison dans sa question, c'est irréversible si nous n'agissons pas d'ici quelques années. Il nous reste très peu de temps pour rendre les choses irréversibles. Et donc, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais il y a une vraie volonté d'agir. Et moi, je compte sur les citoyens, sur les associations. Il faut associer aussi, bien sûr, le monde de l'entreprise, les gouvernements. Il faut responsabiliser tout le monde. C'est la grande question du XXIe siècle et c'est la question qui peut être une réponse à toutes les montées du populisme et du nationalisme, parce que c'est aussi une vision de la société qui rassemble les citoyens sans distinction. Voilà, qu'on vive au Sénégal, en Chine, en France, qu'on ait 15 ans, 75 ans, peu importe, quelle que soit sa condition sociale, on va subir. Et on subit déjà et on va continuer à subir en termes de santé publique beaucoup de choses négatives si on n'agit pas. Donc maintenant, il faut que chacun prenne ses responsabilités à son niveau. Et le levier métropolitain, le levier de Paris, peut être un levier d'exemplarité. Et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux encore que ce qui a été fait, même s'il y a des choses tout à fait positives qui ont déjà été lancées. Merci beaucoup Pierre-Yves Bournazel donc, pour ces réponses à Camille et à Achille. On accueille à présent dans cette émission le Polititalk Sarah Nicole. Bonjour Sarah. Sarah qui nous a prévu aujourd'hui une chronique un peu globale aussi sur la culture, sur le Grand Paris et sur les banlieues. Alors bonjour Monsieur Bournazel, bonjour à tous. Alors je voudrais effectivement aujourd'hui parler du Grand Paris, donc qui a déjà été abordé. Donc oui, de cet ambitieux projet à vocation internationale, initié en 2017 par le président Sarkozy, puis poursuivi par la suite par ses successeurs, imaginé à l'origine pour résoudre les problèmes de transport, de gouvernance, de compétitivité économique et de logement que connaît la capitale. Alors, en plus des nouvelles lignes de transport un peu partout et du prolongement de certaines lignes déjà existantes, le Grand Paris a déjà vu l'émergence, par exemple, du projet Cité du cinéma lancé à Saint-Denis par le réalisateur Luc Besson. Dans le même temps, d'autres infrastructures ayant pour objectif l'accueil des Jeux Olympiques de 2024 voient le jour. Alors, le Grand Paris est déjà lancé, comme vous l'avez souligné, Monsieur Bournazel. Cependant, j'aimerais me concentrer sur la part considérable que va jouer la banlieue dans ce projet. L'approche banlieue va désormais être de plus en plus liée au centre, donc à Paris. On sort donc de l'intramuros, et venant moi-même de territoire de banlieue nord-est, donc la Seine-Saint-Denis plus particulièrement, je souhaiterais aborder le thème de ce que certains qualifient la banlieue créative. Et notamment un projet. Donc ce projet, c'est Territoire de la culture et de la création, qui est porté par la communauté d'agglomération Pleine Commune dans le cadre du Grand Paris, et qui constitue la déclinaison tout à fait originale du concept ville créative dans le cadre d'une banlieue modeste. Alors juste pour point d'information, la Pleine Commune, c'est la communauté d'agglomération de 9 communes, donc Aubervilliers, Épinay, l'Île-Saint-Denis, la Courneuve, Pierrefitte, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stein et encore Villetaneuse. Donc à travers ce projet qui a pour objectif de faire de la culture et de la création l'élément central de son développement, il a aussi et surtout l'ambition de placer la population au cœur du projet, impliquant donc l'utilisation de l'art et la culture pour créer du lien entre les habitants et transformer la ville. Donc ce qui nécessite bien évidemment des aménagements, des rénovations, aspirant à rendre la banlieue agréable à vivre, notamment en développant l'art dans des lieux installés dans des espaces publics. Et c'est déjà d'ailleurs le cas avec la Street Art Avenue, aux abords du canal Saint-Denis, et aussi de nombreuses résidences qui sont mises en place lors des chantiers afin que les habitants puissent participer à la réflexion du futur de leur quartier et repenser eux-mêmes ces lieux. Donc ce sont donc des projets qui ont à cœur des enjeux d'autonomie des pouvoirs locaux dans le cadre du Grand Paris. Il y a aussi des enjeux économiques, puisque la filière économique créative est au premier plan. Les artistes, les artisans sont des acteurs économiques comme les autres, et ces projets permettent alors un regain du développement économique et de l'emploi sur ces territoires. Après, il y a toutefois des critiques qui se font entendre. Selon certains, le projet ne serait pas en phase avec les intérêts de la population locale. Aussi, il faut souligner les difficultés inhérentes à la construction de certains espaces culturels, avec par exemple le manque de place ou le prix du foncier. Puis ces activités attractives vont probablement, avec l'allongement des lignes de métro, et comme nous l'avons mentionné, provoquer un emballement du marché immobilier, ce à quoi les populations de ces communautés ne sont pas forcément prêtes. Et enfin, beaucoup se questionnent sur les effets réellement positifs ou non de ce genre de processus de réintégration économique et fonctionnelle de la périphérie.
Alors, sans compter tous ceux qui décrivent l'utopie du projet, n'allant pas dans le sens d'un diagnostic lucide de la réalité de la banlieue. Alors, gardons à l'esprit que tenter d'agir sur la marginalité sociale à travers la créativité et la culture est un projet ambitieux qui nécessite beaucoup de volonté et de moyens. Autrement dit, c'est un grand pari, mais est-ce votre grand pari ? Écoutez, le Grand Paris, la logique, c'est le décloisonnement. C'est le décloisonnement des quartiers. C'est par le Grand Paris Express qui va émerger et qui va permettre de relier le nord et le sud de l'Île-de-France, l'ouest et l'est de manière beaucoup plus évidente, pour aller plus vite d'un point à un autre. Ça, c'est très important pour l'attractivité d'une région capitale, pour son économie, pour ses salariés, pour celles et ceux qui y vivent ou celles et ceux qui veulent y investir. Ça, c'est absolument essentiel. Et la culture, c'est justement le décloisonnement. Donc le Grand Paris de la culture, ça a du sens. C'est-à-dire, c'est le soutien à la diversité de la création. Et donc il faut que la création soit partout. C'est la raison pour laquelle je la soutiens et que dans le rapport que j'ai produit sur la réforme de l'audiovisuel, je parle de mission essentielle pour l'audiovisuel public de soutenir la création. C'est quoi la création ? C'est le cinéma, la fiction, les documentaires, c'est le théâtre qui doivent irradier partout dans nos territoires. C'est la raison pour laquelle moi je souhaite, parce que c'est Paris, mais sur l'ensemble du Grand Paris, qu'on crée des grands ateliers d'artistes, parce qu'on a beaucoup de retard en la matière pour accueillir des artistes qui sont déjà ici, mais des artistes qui pourraient venir du monde entier pour inventer, pour créer, pour venir le faire. Ils sont dans la peinture, dans la sculpture, dans le street art, dans le théâtre, dans le cinéma, peu importe. Ils viennent là, ils sont pour se loger, mais pour créer des lieux de répétition qui sont ouverts aussi à l'extérieur, c'est-à-dire aux amateurs, pour que Paris, le Grand Paris, renoue avec cette effervescence culturelle, ce dynamisme et ce rayonnement. Ça me paraît essentiel. On ne peut pas vivre que sur nos acquis. Voilà, je disais tout à l'heure, on est la plus belle ville du monde, c'est bien, il faut valoriser cela, et on est très accueillant, mais il faut aussi qu'on ait un temps d'avance sur d'autres pratiques et que l'on permette à celles et ceux qui voient le monde et dessinent le monde de demain de pouvoir le faire dans nos villes, et singulièrement à Paris et dans le Grand Paris. Donc ces grands lieux dédiés à la création, ces grands ateliers d'artistes sont nécessaires, ouverts au public et à toute la population qui, de la musique au théâtre, en passant par toutes les formes d'art, peuvent y contribuer et y participer. D'ailleurs, j'ai proposé que la Nuit Blanche soit plus la Nuit Blanche de Paris, mais la Nuit Blanche du Grand Paris, par exemple, puisque nous avons un destin commun, bon, qu'on soit à Saint-Denis, à Aubervilliers, à Vanves ou à Neuilly, ou dans le cœur de Paris, bon, bah, c'est les mêmes citoyens, c'est le même avenir, c'est la même ville que nous partageons en réalité. Bon, le périphérique est qu'une frontière artificielle. Donc, moi, je souhaite mettre en place le Grand Paris de la culture qui permette de sortir cette belle idée qui avait été d'ailleurs lancée par Bertrand Delanoë en 2002, eh bien, puisse aller aussi dans d'autres territoires. Voilà, ça c'est un destin partagé. Je suis aussi pour assurer de la mobilité. Et donc il faut que les œuvres bougent plus facilement, se déplacent plus facilement, mais il faut aussi que les citoyens bougent plus facilement. C'est vrai dans des villes de banlieue, mais c'est vrai à Paris intramuros. Je peux vous donner des quartiers de ma circonscription où je me bats pour que des jeunes et des moins jeunes puissent sortir de leur quartier et profiter de toute l'attractivité culturelle de Paris. Je suis aussi mobilisé sur les bibliothèques et les conservatoires, qui sont des équipements culturels de proximité. Je souhaite les développer, les soutenir davantage, parce que la culture, c'est aussi la proximité. Donc, je me bats depuis des années pour l'extension ou la création d'un nouveau conservatoire qui ne refuse plus de familles d'enfants chaque année dans le 18e, mais c'est vrai sur l'ensemble du territoire. J'ai proposé aussi, suite au rapport d'Éric Orsena, que Paris soit modèle, parce qu'on a beaucoup de retard sur l'ouverture des bibliothèques. Voilà. Que nos bibliothèques municipales soient ouvertes le dimanche et le soir, en s'appuyant sur des jeunes du service civique ou de filières littéraires, pour permettre un accès à toutes et à tous des bibliothèques, qu'on soit étudiant, qu'on vienne y lire, s'y reposer. C'est un lieu attractif. Et dans les horaires où il y a moins de monde, je propose que ces lieux soient ouverts, notamment à tout ce qui est soutien scolaire, mais aussi à l'apprentissage de la langue française pour les réfugiés et les migrants, parce que ce sont des sujets absolument importants. L'acquisition de la langue, c'est essentiel. Et en plus, amener ces personnes réfugiées ou migrantes dans des lieux de culture dédiés aux livres, c'est-à-dire à la langue, ça me paraît quand même très important et plus que symbolique. Voilà, donc il y a plein d'idées, et dans le groupe de travail que j'ai constitué sur la culture, là aussi j'ai des citoyens de tout horizon, et le but c'est, je leur ai dit, il faut qu'on soit créatif, il faut qu'on invente la ville de demain, et il faut que se passe à Paris, dans le Grand Paris, ce qui n'existe nulle part ailleurs. Et donc on est en train de travailler aussi à un institut des cultures du monde,
qui serait ouvert 24 heures sur 24, où on pourrait facilement venir au cinéma, au théâtre, répéter, profiter d'un lieu qui soit dédié à la bibliothèque, à la création, au cinéma, à telle ou telle chose, en toute liberté, en toute tranquillité. Bref, voilà, on travaille sur des sujets et toutes les idées sont les bienvenues. Merci beaucoup Sarah Nicole donc de Génération d'Avenir et d'ailleurs pour cette chronique on va marquer une courte pause puis on va te retrouver toi Léa avec Pierre Thévenoud, humoriste que tu vas nous présenter et qu'on va avoir l'honneur d'avoir autour de cette table avec Pierre-Yves Bournazel. Nous voilà pour cette dernière partie d'émission en compagnie de Pierre Thévenoud. Pierre, vous êtes humoriste, vous connaissez très bien la scène parisienne, la scène du spectacle, et vous voulez parler plus particulièrement de l'accès à la culture. Et je vous laisse la parole, merci. Oui, voilà, donc bonjour monsieur. Bonjour. Donc je suis humoriste non connu. Hein, voilà, ne vous embêtez pas avec ça à rechercher sur internet. Je suis pas très connu, mais ça va, je m'en sors bien, je suis assez content. Je suis pas trop la politique, moi je suis la politique d'assez loin, mais j'ai tout écouté et j'ai presque tout compris, donc ça veut dire que vous devez vous exprimer assez bien. Avant, oui, j'ai de la famille en Corrèze aussi. Donc, Ah bon, où ça? Obja, je connais très bien. Donc, représente Obja, c'est pas loin de Donzenac et tout ça. Voilà. Je connais très bien. J'y vais souvent faire des balades. Voilà. Mais si vous êtes à la mairie de Paris un jour, il faut mettre le TGV pour Brive, parce que ça va pas du tout. Hein. Ça met trop longtemps. Alors c'est pas la compétence du maire de Paris, mais pour aller à Brive et mettre plus de 4 heures maintenant de train, je suis tout à fait conscient de ça. Mais ça, c'est à la SNCF et à l'État de s'en occuper. Mais je suis bien d'accord. Je sais. Je vous fais confiance pour faire un peu de lobbying. Voilà. Les Corésiens, ils sont comme ça. Hein. Ouais, c'est... Donc, c'est direct. Moi, j'ai pas de. Contrairement aux autres intervenants qui ont des questions hyper pointues, moi, j'ai pas vraiment ça. Comment, tout simplement, je sais pas, vous allez voir des spectacles vivants déjà un peu à Paris. Est-ce que vous avez le temps? Pas assez le temps. Pas assez. Pas assez, malheureusement. Mais j'essaie de le faire. Prenez-le. Je vous donnerai des places gratuites pour mon spectacle, qui est déjà gratuit. Et c'est comment vous compteriez, vous, simplement développer un peu l'accès au spectacle vivant et inciter les gens à y aller, sachant que moi, j'ai l'impression que les gens, ils ont plus tendance à aller au ciné plutôt que d'aller voir un spectacle vivant avec des vrais humains qui bougent et où il peut se passer des trucs plus, on va dire, authentiques. Oui, c'est une vraie question. Alors ça, je pense qu'il faut être créatif. Et donc, on peut faire confiance. Il y a des start-upers, moi, que j'ai rencontrés qui savent inventer maintenant des applis qui permettent à chacun de pouvoir se brancher rapidement et de savoir toutes les places qui sont disponibles et qui sont encore libres jusqu'au dernier moment pour pouvoir accéder à un spectacle. Je crois que l'information, la communication aussi, sur ce qui existe et sur ce qui peut être encore trouvé jusqu'à la dernière minute est important. Et juste en un coup de clic, il faut pouvoir le faire. Donc ça, on est en train de travailler pour faciliter la vie des Parisiens et des grands Parisiens pour accéder au spectacle jusqu'au dernier moment et avec une espèce de tarif aussi qui peut être préférentiel selon éventuellement l'âge ou le niveau social et financier, mais aussi un peu de la loi de l'offre et la demande, c'est-à-dire que lorsqu'il reste des places, eh bien, au dernier moment, elles peuvent se vendre. Alors, il existe déjà des dispositifs, mais là, on voudrait accélérer et faire donner de l'ampleur à ce phénomène de votre smartphone avec des applications extrêmement pratiques et faciles. Je soutiens le spectacle vivant. Pourquoi ? Parce que j'ai porté aussi à l'Assemblée nationale la volonté de créer un crédit d'impôt, c'est-à-dire d'aide au théâtre, parce que le théâtre ne bénéficie pas de ce crédit d'impôt comme le cinéma, parce qu'aujourd'hui, si on veut aider le théâtre et le spectacle vivant de manière générale à être encore plus dynamique et plus créatif, il faut qu'il soit soutenu, parce que le danger c'est l'aseptisation, c'est-à-dire qu'il y ait moins de moyens, moins de décors, moins d'aide aux talents émergents, etc. Et pour davantage les aider, moi j'ai proposé que pour le théâtre qui n'en bénéficie pas, il y a un crédit d'impôt, c'est important. Moi je suis attaché à la diversité de la création. Voilà, la diversité de la création. Talents émergents, talents confirmés, dans le cinéma, du court-métrage au long-métrage, fiction, documentaire, dans le spectacle vivant, le théâtre, la danse, l'opéra, tout ce que vous voulez. Je suis attaché au cabaret aussi, à Paris. Voilà. Je suis attaché à toute cette diversité de la création qui est une richesse. Et là aussi, il y a une urgence culturelle à agir, parce que dans un monde qui devient de plus en plus anxiogène, qui bouge de plus en plus vite, avec des tensions très fortes sur le plan international, sur le plan européen et sur le plan national, la culture, elle aide à penser.
par soi-même et parfois contre soi-même. Et donc on a besoin de culture, on en a besoin à tous les étages, de la bibliothèque, dans les écoles, le cinéma, le théâtre, l'ensemble de la variété, etc. On a besoin de cela et donc on a besoin de soutenir tous les dispositifs. Et le rôle des collectivités publiques, c'est de faciliter la tâche de ceux qui créent, qui innovent, qui inventent, qui nous font rire, qui nous font pleurer, qui nous amènent des émotions, mais qui nous amènent surtout à réfléchir sur le monde tel qu'il est, tel qu'il nous entoure et qui nous amène à réfléchir à la manière dont on voudrait vivre et au monde qu'on voudrait construire. Alors là, je ne sais pas si ça a à voir avec le fait d'être... je pense que ça sort un peu du cas de mairie de Paris, tout ça. Vous parliez très rapidement de la liberté d'expression, tout ça tout à l'heure. Dans l'humour, vous savez, on en parle souvent de ça, parce qu'en ce moment, les humoristes se font souvent accrocher. Il y a eu les histoires Dieudonné et compagnie. Vous pensez quoi ? Vous pensez que on en a assez de liberté d'expression, ou vous pensez qu'il faudrait plus, qu'on laisse tranquillement les... Je sais pas comment on peut appeler ça, les humoristes qui sont un peu satiriques, Border. ça se dit ça ? Borderline. Non, mais Dieudonné, c'est autre chose. C'est un cas à part, on va dire Dieudonné. Mais je sais pas si vous voyez, en ce moment, il y a plein de gens qui disent que la liberté d'expression, elle se réduit. Vous en pensez quoi ? Bon, je suis attaché à la liberté d'expression et j'ai envie de dire, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. D'accord. Voilà. Phrase finale, ouais, c'est pas mal. Voilà, je pense que tout le monde comprend, c'est-à-dire qu'il faut être libre de rire des autres, mais d'abord de soi-même. Pas avec n'importe qui, parce que quand on sait par exemple que des personnes sont racistes, antisémites ou homophobes, on n'a pas envie de rire de leurs blagues. Voilà. Mais quand on sait qu'il n'y a pas ce fond-là, on peut rire de tout. Mais une fois encore, pas avec n'importe qui. Voilà. Les blagues de Dieudonné ou de Jean-Marie Le Pen qui se donnaient dans ce style aussi me font pas rire, parce que je sais que derrière, le fond est dangereux. Voilà. Mais après ça, je veux dire... moi, je suis attaché à la liberté d'expression et qu'on puisse se moquer de la société telle qu'elle vit, telle que nous sommes, nous les individus, dans notre style, dans nos différences. Nos différences sont des forces, mais il faut se moquer aussi de nos différences. Voilà. Et c'est très bien ainsi. Voilà. Donc, je ne suis pas pour l'aseptisation et je ne suis pas pour qu'on se restreigne, mais dans le respect, évidemment, des règles, car le racisme, l'homophobie, l'antisémitisme ne sont pas des opinions, mais un délit. Il faut aussi le rappeler dans les temps qui courent. Donc vraiment, je crois que cette phrase résume bien. Oui, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Voilà. C'est très bien. Ça me va. Alors justement, avant de terminer, on va quand même revenir avec vous, Pierre Thévenoud. Où est-ce qu'on peut actuellement vous trouver à Paris ? Parce qu'il faut parler quand même de l'actualité de... Oui, grosse promo. Bah, tu vas voir, elle est au point de fou. À la rentrée en janvier, je commence mon spectacle, mais je sais pas où encore. Voilà. Bon, donc page Facebook, Pierre Thévenoud, comme le député qui avait la phobie administrative, sauf que moi ça finit par un X. J'ai moins d'argent que lui. Voilà. En tout cas, on va vous remercier, Pierre Thévenoud, d'être venu jusqu'ici, écouter et suivre cette deuxième émission du Politique-Talk. Et puis on va vous remercier, vous, Pierre-Yves Merci, Bournazel. c'est moi qui vous remercie. On sait que votre actualité de député est actuellement chargée. Il se passe un certain nombre de choses en commission et en séance. Donc merci d'avoir pris le temps. Merci à vous. Merci beaucoup. D'être venu donc sur le plateau de Politique-Talk. On va remercier Sarah Nicole également. Je te remercie toi également, Léa, à la préparation de cette émission. Et puis Andreas Scheib pour le CV de cette émission et de l'invité de cette émission. On se retrouve très vite. Merci. Merci à vous.